de- on va laisser les gens de se connecter gentiment, 1 ou 2 minutes avant de démarrer. Donc oui, la session est enregistrée, donc vous pourriez y accéder a posteriori. Attendre encore un petit peu. Les gens se connectent. Laissez terminer leur déjeuner. Merci Christina. Merci Christina pour l'organisation. Bonjour David. On voit quelques habitués se connecter. Bonjour à tous. Bon, allez, je vais commencer à introduire le sujet, et puis ça laissera tout le monde l'opportunité de se connecter petit à petit. Donc, ouais, bonjour à tous à nouveau. Donc aujourd'hui, pour cette séance de printemps, on va dire, on a la chance d'avoir la participation d'Arnaud et Philippe qui nous viennent du Comité international de la Croix-Rouge. Donc, la fameuse organisation non gouvernementale que j'ai postée sur, sur Internet. C'était un grand suspense. Donc, je les remercie à nouveau pour être ouverts à faire ce témoignage et nous partager comment utiliser la plateforme UiPath dans Santé et Organisation, qui est vraiment très connue et qui œuvre pour le bien de très nombreuses personnes à travers le monde. En plus, dans un contexte effectivement actuel qui est un peu difficile, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir se dire que l'automatisation, c'est aussi pour faciliter le travail dans ce contexte-là. Et puis, ben voilà, Arnaud et Philippe vont nous présenter leur cas d'usage, et aussi là, sur la partie peut-être un peu plus technique, ce qui a été fait, notamment pourquoi utiliser le déploiement avec UiPath Automation Suite, et puis peut-être quelques infos aussi sur leur utilisation de Document Understanding. Donc voilà, je vous laisse peut-être commencer, Arnaud, Philippe, vous présenter, et puis démarrer la séance quand vous voulez, si c'est OK pour vous. Avec plaisir. Je vais me présenter alors. Donc Arnaud Pradine, je suis solution architecte en fait au CICR depuis quelques années et plus spécifiquement sur la partie UiPath en fait, j'ai participé depuis le début de l'aventure autour de l'automation. Donc c'est un plaisir d'être là, de vous rencontrer, puis de présenter un petit peu d'où on est parti et où on en est maintenant. En fait. Philippe. Oui, donc bonjour à tous, moi c'est Philippe Borard, je travaille pour le CCR depuis 2018 et je suis aujourd'hui le product owner en fait du produit RPA qu'on a au sein de la product line Hermos. Donc les Hermos, ça représente les 120 applications, les principaux ERP, plus toutes les business applications autour des ressources humaines, de la finance, de la logistique, des services transverses et aussi des automations avec la RPA. Parfait. Dans ce cas, je vais commencer. Philippe, tu veux que je partage ou tu partages? C'est comme tu veux. Allez, je vais partager mon écran. On a préparé quelques slides, mais c'est plus pour que ce soit le support de la discussion. L'idée, c'était un peu de faire un combo en fait, notre aventure avec UiPath, d'où on a commencé, quelles ont été les premières grosses automations. Et puis un peu de vous montrer aussi ce qu'est devenu en fait le produit UiPath au CICR depuis quelques années maintenant.
vous montrer quelques cas concrets en fait d'automation qu'on a pu mettre en place et aussi vers où on veut aller. J'imagine que vous voyez mon écran maintenant. Oui, c'est tout bon. Parfait. On le Euh, voit. donc c'est une histoire qui est à la fois relativement récente et relativement ancienne, on va dire. On a commencé au début des années 2020 à implémenter UiPath. Alors tout a commencé en fait avec un projet qui est venu de notre direction financière. L'idée étant d'automatiser en fait le traitement des documents qui nous venaient des banques. Donc tout ce que vous pouvez avoir aussi dans vos organisations respectives, hein. Donc tous les avis bancaires qui étaient transmis. Donc vraiment cette documentation papier, avis de crédit, avis de débit. Enfin vous savez que les banques sont assez prolifiques sur ces parties-là. Donc ça a été le premier use case qui nous a permis en fait de mettre en place UiPath. Donc, bon, vous connaissez le produit aussi bien que moi. Donc, ça a commencé de manière relativement simple avec un orchestrateur et quelques robots. Et on a pu voilà, implémenter ce premier use case. Donc, je vais directement aller sur celui-là pour vous le montrer. Donc, l'idée, c'était, voilà, comme je vous le disais, de traiter ces documents PDF en fait, que la banque, enfin, les banques pouvaient commencer à nous fournir. Et donc vraiment d'avoir un robot qui est sur cette partie-là relativement simple, une automation relativement simple, c'est traiter en fait chacun de ces PDF un par un, hein, pouvoir les identifier, donc savoir quel type de document on recevait, de quelle banque, et surtout, et c'était là en fait la partie la plus importante du travail, savoir à quelles équipes ces documents étaient destinés en fonction de si la banque nous envoie un avis de débit, savoir si c'est un paiement pour un fournisseur, savoir si c'est des paiements pour salaire ou autre, plus des avis de crédit, savoir si c'est une donation, si c'est plus une invoice qui a été processée ou même des retours de paiement qu'on a pu faire. Et donc voilà, de pouvoir en fait dispatcher ces documents. Auparavant, c'était quelque chose qui était, comme vous vous en doutez, qui était fait de manière très manuelle, donc avec des personnes ici dans notre siège qui récupéraient tous ces documents papier, qui les traitaient, qui les scannaient, puis qui après les envoyaient manuellement à chacune de ces équipes. Donc voilà, ça nous a permis, pour le coup, ça a été directement une assez grosse automation, que ce soit en termes de volume de documents traités ou en termes même d'exposition au sein de l'organisation. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui nous a aidé énormément. Surtout, bon, vous connaissez le contexte international. On a des pics, évidemment, de donations, notamment lors des gros, enfin de gros événements. Et c'est vrai que la capacité, en fait, de scale up, scale down des robots UiPath nous a aussi bien aidé à pouvoir absorber ces pics de charge, ce qui était auparavant évidemment un peu plus difficile lorsque cela a été fait manuellement. Donc là, on est sur une volumétrie sur cette automation, comme vous pouvez le voir ici, où on a traité quasiment depuis 2021 en fait 150 000 documents. Donc on s'en rapproche de cette limite de 150 000. Mais voilà, le robot, enfin l'automation en tant que tel, est relativement simple sur le concept, avec, bon, comme je vous le disais, des règles de classification. Mais ça a été finalement un des avantages aussi de la plateforme UiPath sur cette partie-là. Il est vrai que le robot ne se trompe jamais. Une fois que la règle est implémentée, et effectivement, il la respecte à la lettre et il n'y a pas on n'a pas de déviation, en tout cas sur cette partie-là, et on a une constance en fait dans le traitement de ces documents, leur classification, puis leur partage avec les équipes adéquates. Donc ça, voilà, si je fais le parallèle avec la partie technique, voilà, vraiment, ça nous a permis de mettre en place voilà, cette première structure, on va dire, cette première instance du iPass, donc orchestrateur et quelques robots. Comme vous vous en doutez, nous ne nous sommes pas arrêtés là et on est vite passé en fait à la partie Action Center, donc l'année suivante. Donc avec une automation aussi, cette fois-ci pour la direction financière. L'idée, c'était de pouvoir en fait contrôler les fichiers de paiement qui sont créés dans nos différents systèmes. Philippe a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, mais on a plusieurs systèmes ERP.
plusieurs systèmes satellites aussi. Puis certains de ces systèmes génèrent des fichiers de paiement, que ce soit des paiements de salaire, que ce soit des paiements vers les suppliers, des remboursements d'expenses, enfin, etc., etc. Et l'idée, c'était de pouvoir contrôler le contenu de ces fichiers et s'assurer en fait que ceux-ci sont conformes en fait aux règles OFAC. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que sont les règles OFAC, en fait, c'est les règles qui sont édictées par le gouvernement américain sur les paiements dans certains pays ou certains contextes. Bon, comme vous le savez, la nature des interventions de la Croix-Rouge nous oblige à opérer dans des pays qui sont par exemple sous sanctions américaines, sous embargo américain, qui sont aussi, enfin, avec des règles de paiement un petit peu spécifiques. Et l'idée étant pour nous, ben voilà, de s'assurer que nous sommes conformes à ces règles-là. Parce qu'effectivement, on a soit des paiements à faire vers des entreprises ou des collaborateurs CICR qui résident ou qui travaillent dans ces pays-là ou alors des personnes qui ont leur home address ou leur bank address dans ces pays-là. Donc là, pareil, une automation qui est relativement simple, pour le coup, c'est voilà, en fait, d'aller lire tous ces fichiers de paiement euh, un par un, encore une fois, contrôler chaque ligne de paiement à l'intérieur de ces fichiers et s'assurer qu'ils respectent les règles OFAC. Donc, c'est des règles qui sont au final, hein, encore une fois, relativement simples. Pour vous donner une bon, qui est peut-être un peu emblématique, on ne peut pas faire de paiement en US dollars vers l'Iran, par exemple. Voilà, c'est de s'assurer qu'aucun de ces fichiers de paiement contienne ce genre de paiement. Alors, ça peut arriver, que ce soit par une erreur de manipulation ou toute autre chose. Et voilà, Je- disons que je vois un petit peu cette automation comme une sorte de ceinture de sécurité. Finalement, c'est un peu la dernière ligne de défense avant d'envoyer le fichier aux banques. Voilà, c'est vraiment un petit peu le but de cette automation. Et encore une fois, c'est vrai que le robot, même chose que sur la partie bank digitalization, ne se trompe jamais. Donc effectivement, s'il trouve quelque chose, une exception, il va savoir la faire remonter. Donc c'est aussi là qu'est apparu un petit peu l'Action Center, parce qu'en fait, on a quand même quelques cas de paiement où, on va dire, enfin, le paiement en tant que tel ne va pas être un bloqueur, mais on peut quand même avoir des questions à poser à un humain pour s'assurer est-ce que ce paiement est légitime? Est-ce que ce paiement doit bien passer sous la forme sur laquelle il a été réalisé? Et on a utilisé effectivement ici l'Action Center afin de permettre à un humain de venir confirmer ou infirmer on va dire l'hypothèse qu'a prise le robot dans ce cas, et de dire, bah, OK, effectivement, le paiement doit être vu, et donc on bloque le paiement ou le fichier de paiement, ou alors non, on peut continuer, parce que c'est un cas particulier, ou alors l'équipe qui a fait ce paiement est consciente de ce qui doit être fait, et donc laisse passer en fait le paiement. Donc on a voilà, une interaction assez forte entre le robot qui processe en fait tous ces fichiers de paiement et puis chaque équipe finalement impliquée dans ces paiements qui est notifiée, alors soit du passage sans accroc à travers le processus ou alors en cas d'exception, reçoit un petit message lui disant d'aller dans l'Action Center et puis de valider ou pas le paiement. Donc là, on est sur un volume qui est quand même un petit peu plus important pour le coup. On a à peu près voilà, 750 000 paiements unitaires réalisés par an. Et donc, ils passent à travers cette automation. Donc, avec la précédente, on va dire que c'est en tout cas de nos deux automations qui ont le plus gros volume et qui voilà, occasionnent, on va dire, le plus de temps de traitement par les robots. Arnaud, est-ce que je peux me permettre de poser une question? Bien sûr. Combien de cas passent finalement par une validation manuelle? C'est un petit pourcentage ou est-ce que 750 000 c'est beaucoup du coup Alors, oui, très bonne question. Et c'est vrai que c'est effectivement relativement peu. Alors, je vais distinguer en fait deux cas d'exception. Il y a vraiment plus, alors le warning, on va dire, l'avertissement. Là, on en a un petit peu, mais la plupart mènent à enfin,
vais dire, un laissez-passer pour le paiement. Donc, le paiement va suivre son cours. Donc, c'est vraiment plus voilà, un avertissement. Puis les équipes bon, ben, prennent le risque en considération, puis laissent passer le paiement. On a très très peu, par contre, effectivement, de paiements qui sont rejetés par le robot. Et c'est vrai, alors j'ai oublié de le mentionner, tu fais bien de poser la question, mais effectivement, si on détecte, enfin si le robot détecte typiquement qu'un paiement en US$ est fait vers l'Iran, il ne va pas laisser la possibilité à l'humain en fait de laisser passer. Donc là, ça va vraiment être un bloqueur directement, sans, on va dire, choix possible pour un humain. Mais effectivement, ça reste quand même relativement peu. On est largement en dessous des 1% en fait de warning ou de rejet de paiement. Ok, merci. Et c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous interrompre, hein. Il y a pas de souci, hein. Donc, si vous avez des questions jusqu'à présent, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Tout bon? Allons-y. Ok, donc je vais revenir un petit peu, je fais des back and forth, mais donc ça a été vraiment, on va dire, les prémices en fait de UiPath au CICR. Donc avec vraiment ces deux gros cas d'usage qui ont vraiment lancé l'histoire. D'un point de vue technologique, bon, bah, vous voyez, 2020-2021, ça reste relativement modeste, hein. Donc orchestrateur, quelques robots, Action Center. Ensuite, on a eu effectivement des appels du pied, si je peux le dire comme ça, pour étendre un petit peu l'usage de UiPath dans d'autres domaines. Et c'est un petit peu ce que tu spoilais au tout début, Nicolas, sur la partie Document Understanding, où Désolé. effectivement, tu as bien fait, où effectivement, on a, bah, comme vous le savez, on a un gros département au CICR autour des archives, avec toute la somme en fait, de données que nous collectons bah, depuis le début de l'institution. Et effectivement, ça a été un des sujets qui a été ouvert, c'est de voir si effectivement UiPath, la partie OCR et Document Understanding pouvait aider alors, d'un côté digitaliser, mais aussi extraire de l'information sur ces documents. Et donc, ça a ouvert un petit peu la discussion, ça a lancé le sujet, on va dire, sur le pendant technologique pour la partie Automation Suite en Linux. Donc, ça a été un des sujets. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler en 2023. Donc, bah, passer d'un monde très Windows, on va dire, avec l'orchestrateur, les robots, Action Center, sur Automation Suite. Donc, c'est quelque chose, bah, maintenant, voilà, ça fait un peu plus de 2 ans que nous sommes sur Automation Suite sur Red Hat, avec effectivement un peu plus de produits UiPath pour le coup. Donc la partie AI Center, Document Understanding pour des use cases. Alors je ne vais pas spoiler la partie de Philippe, hein, donc je ne vais pas aller plus en avant là-dessus. Mais voilà, d'un point de vue technologique, ça a été un gros changement pour nous. Alors ça a été un gros changement parce qu'effectivement, bon, vous connaissez UiPath, et c'est vrai que d'un point de vue technologique, c'est relativement simple quand on parle juste d'orchestrateur, de robot, d'Action Center. Alors, si je caricature un petit peu, on est vraiment sur bah, voilà, des applications web relativement simples qui se déploient assez simplement, on va dire, et rapidement sur des serveurs Windows. Les robots, un petit peu la même logique. Et c'est vrai que voilà, on a une vraie marche technologique à passer vers Automation Suite. Bon, voilà, donc il y a eu cette marche à passer, mais effectivement, une fois qu'on est dessus, ça nous ouvre un champ des possibles qui démultiplie un petit peu l'utilisation qu'on peut avoir du iPass, en tout cas. Et je vais m'arrêter là pour pas spoiler encore la partie de Philippe. Et pour nous, c'est de passer sur la partie OpenShift. Donc effectivement, on a bon, aussi de par enfin, nos activités, les services qu'on peut proposer côté IT au CICR. On a déjà une infrastructure OpenShift qui est relativement importante. Et voilà, avec l'apparition sur la version 2024-10 de cette capacité OpenShift, voilà, l'intérêt pour nous, c'est aussi de rationaliser un petit peu cet aspect technologique, donc de pouvoir voilà, héberger, entre guillemets,
UiPath sur nos clusters OpenShift, tout en continuant à bénéficier voilà, de tous les produits qui arrivent avec, donc Document Understanding, enfin, tout ce qu'on utilisait aussi jusqu'à présent. Donc ça, c'est voilà, c'est une aventure que nous avons commencé cette année, cette migration, avec pour objectif voilà, de pouvoir la clôturer d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Je vais faire un petit stop ici au cas où. Bah, en tout cas, il y a le message de Yad qui félicitait de l'installation d'Automation Suite on-premise. C'est vrai que c'est plus complexe que l'installation historique avec le MSI, mais je pense que ça sera peut-être Philippe qui en parlera un petit peu plus, effectivement. Du coup, j'en profite, tant qu'on parle de l'installation d'Automation Suite sur du on-prem. La décision de de pas prendre le Automation Suite Cloud, c'est des raisons sécurité. Alors, c'est des raisons effectivement de data protection. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Donc, alors en fait, c'est vrai que je peux faire une petite digression sur cette partie-là. Alors, et Philippe va en parler un petit peu à travers certains use cases. On a quand même un vrai besoin de confidentialité. Et c'est vrai que voilà, on a pour cela, en tout cas au CICR, on a une forte, comment dire, une forte infrastructure technologique. On a nos propres data centers, que ce soit ici au headquarter ou aussi à Satigny dans notre centre logistique. Donc effectivement, ça nous permet de conserver l'infrastructure on-prem et aussi voilà, et de couvrir un petit peu tous les use cases qu'on ne pourrait pas exposer forcément sur une Automation Suite Cloud. Donc effectivement, ça veut dire qu'on peut potentiellement accepter de notre côté de ne pas avoir toutes les toutes dernières fonctionnalités du iPass. Mais voilà, le fait de savoir qu'effectivement, il y a cette infrastructure qui reste, enfin, cette possibilité plutôt qui est offerte par UiPath en tant que telle de garder une version on-premises nous intéresse énormément. Ok, très clair, merci beaucoup. D'autres questions peut-être? Il y a une question sur OpenShift. Je vais commencer à répondre en ligne. Ça viendra peut-être pour la présentation de Philippe ensuite, mais juste pour vulgariser peut-être, alors, je suis pas un expert du tout, mais disons que c'est une technologie sous-jacente pour déployer des plateformes informatiques conteneurisées. Et donc, vous êtes passé finalement de Linux avec Kubernetes, avec OpenShift, qui est une technologie qui se base sur OpenShift, mais qui est supportée par Red Hat. Tout à fait. Alors, je ne pourrais pas mieux vulgariser que toi parce qu'OpenShift, c'est pas non plus mon domaine de compétence, mais c'est le principe, effectivement. En tout cas, alors pour nous, on va dire, et c'est vrai que Philippe a commencé à en parler, notre équipe, on vient du monde des ERP, donc vraiment des grosses solutions. Et toute cette partie, en fait, on va dire, cluster, containerization, c'est pas réellement notre domaine d'expertise. Et c'est vrai que voilà, ça permet, grâce à OpenShift, en fait, on a vraiment l'équipe OpenShift qui gère la partie hosting, entre guillemets, du UiPath. Et le fait de nous mettre à disposition, en fait, les produits UiPath qu'on utilise au quotidien, donc orchestrateur, Action Center, enfin, etc. Et donc, vraiment, enfin, disons que chacun fait son boulot, si je le dis de manière aussi simple. Les équipes OpenShift gèrent la partie OpenShift et nous, équipe UiPath, CICR, on gère la partie vraiment pure UiPath. Et on n'a pas besoin effectivement d'avoir dans notre équipe en fait des compétences ou des connaissances technologiques poussées afin de gérer ce genre d'hébergement, entre guillemets. Voilà. Ben, je vais avancer les slides et Philippe, je vais te... Hmm. Oui, pardon. Non, non, j'allais embrayer. Donc, Eh ben, écoute, floor is yours. voilà, donc moi je vais continuer par vous présenter deux automations je vais les développer pour des raisons variées. La première des deux concerne une automatisation Alors on a eu un besoin qui est venu de nos collègues
de la Central Tracing Agency, en gros, qui s'occupe de gérer les documents concernant les charniers, donc concernant forensique, en fait. Donc, c'est des documents extrêmement sensibles. Donc, bah, on en revient aussi à la question de la confidentialité des données. Donc, ici, c'est des documents multimédia de type surtout images. Donc, c'est des photos de charniers, c'est des photos de victimes, c'est des photos prises par des personnels sur place. Et en fait, c'est des photos qui sont ensuite donc transmises via l'outil Telegram. Donc ça, c'est un outil qui est utilisé par les collègues du terrain pour justement transmettre ces fichiers-là ces documents-là, jusqu'à présent, ils étaient téléchargés manuellement par des personnes des équipes de CTE et uploadés dans notre autre outil interne de gestion documentaire pour les documents médias, qui s'appelle MediaHub. Et donc ici, en fait, j'ai été contacté par donc, des responsables d'équipe de forensic qui nous ont demandé si on pouvait justement automatiser ce process afin aussi d'éviter à avoir à visionner et à manipuler ces informations, ces images qui sont relativement lourdes de sens, vous pouvez l'imaginer. Donc c'est vrai que là, il y a un double impact. Il y a un impact gain de temps, forcément, qui est inhérent à toute automatisation, mais aussi disons, éviter une charge émotionnelle aussi, un impact émotionnel aussi à manipuler ces documents-là qui sont très, très sensibles. Donc l'intérêt aussi de vous présenter cette automatisation, c'est que de par le fait qu'on a dû utiliser et plutôt travailler avec l'outil Telegram, qui est un outil qui n'est pas supporté officiellement par nos, par le, par l'institution. En fait, ça a été un challenge, ça nous a mené à développer la première partie de l'automatisation avec un process attended. Pourquoi? Parce on n'a pas eu la possibilité d'installer le client Telegram sur nos serveurs. Donc en gros, on est parti sur une solution attended pour la première partie du process, donc l'extraction des channels Telegram de documents. C'est ce qui est décrit en fait sur la première partie de ce diagramme-là. Donc bon, c'est sans rentrer dans trop de détails en fait. L'idée c'est que on a mis à disposition aux utilisateurs ce qu'on appelle nous en interne une VDI. Donc en gros, c'est une machine virtuelle, machine Windows, sur laquelle ils peuvent s'y connecter et lancer le process attended à partir de cette machine virtuelle. Donc ça permet aussi à plusieurs utilisateurs de se connecter à une seule machine virtuelle que nous, on installe et qu'on met à disposition en fait des équipes. Donc ce premier process, il va simplement automatiquement se connecter à Telegram, ouvrir le client Telegram, se connecter à chacun des channels Telegram qui sont configurés dans un fichier de config tout simplement, et puis il va aller télécharger tous les documents ainsi que le JSON qui va avec et télécharger ces documents dans un dossier partagé prévu à cet effet-là. Donc, c'est une première étape d'extraction de Telegram des documents, de stockage des documents dans un dossier, on va dire temporaire, partagé temporaire. Et ensuite, on va envoyer un mail à mailing list avec le JSON en pièce jointe pour qu'il puisse avoir une étape manuelle. Peut-être qu'Arnaud, si tu peux passer sur la slide suivante, pendant ce temps-là, je vais et lancer la vidéo. Ce process-là, c'est un process qui est du coup unattended et qui va démarrer lorsque on va recevoir un email après que les équipes de forensic aient revu le fichier JSON et potentiellement épuré le fichier JSON en disant voilà, on veut ne pas tenir compte de tel document, tel fichier en fait. Donc on a cette étape manuelle qui se trouve entre les deux étapes, entre les deux process. Dès que l'automation va recevoir un mail, dès que le robot va détecter la réception d'un email à une adresse mail dédiée, on va lancer l'automation et en fait, ce que l'automation va faire, elle va aller regarder dans le dossier partagé qui avait été créé par le premier robot, donc l'attended process, et va aller un par un comparer avec le contenu du fichier JSON et les documents qui sont disponibles dans ce dossier partagé et va aller stocker, va aller uploader les documents un par un dans la plateforme MediaHub. On voit là s'afficher. Donc c'est un gain de temps, comme vous pouvez l'imaginer, important d'automatiser ce genre de process. Euh, Ça permet aussi
comme je l'ai dit, de pas avoir accès directement aussi à ces informations ultra sensibles. Donc à éviter aussi la multiplication d'intermédiaires, de personnes intermédiaires qui s'occupent de faire l'extraction et la classification. Tout ça, bien évidemment, est sécurisé des deux côtés. Enfin, côté média, tout ça, c'est sécurisé. Donc en gros, c'est comme une espèce de SharePoint, mais prévu pour stocker des fichiers médias, des gros fichiers, en fait. Donc, le robot va simuler toutes ces actions manuelles. Voilà. Si, Et si- ensuite, à la fin, envoyer un Philippe. email avec le récap de tout ce qui a été, uploadé dans Mediahub. Oui, pardon, Arnaud. Oui, sinon, si je peux, peut-être pour préciser, enfin pour ajouter plutôt certaines choses, c'est vrai que, alors aussi, en fait, et on s'est vite aperçu que sur ce genre d'activité, les robots étaient aussi des fois un peu plus efficaces. Et pour vous donner un exemple, c'est notamment sur la partie metadata. Parce qu'effectivement, bah, vous le savez très bien maintenant, quand vous prenez une photo, par exemple, avec un téléphone, tout un tas de métadonnées vont être attachées à cette photo. Ça peut être bah, les coordonnées GPS, typiquement de l'endroit où vous avez pris cette photo. Ça peut être aussi bah, d'éventuels commentaires quand vous avez partagé cette photo également. Et c'est vrai que c'est des informations aussi que là, le robot, lui, peut extraire. Enfin, vu que le robot, bah, de facto, met de côté toute charge émotionnelle sur ce genre de choses, peut récupérer de manière très efficace et très froide, entre guillemets, tous ces éléments et les enrichir, en fait, lorsqu'il les upload dans ce répertoire. Donc, c'est aussi, voilà, outre le gain bah, de temps et bon, le mettre de côté la charge émotionnelle, il y a aussi bah, un gain d'efficience, hein, parce que finalement, ces données forensiques ne sont pas forcément utilisées de suite, en fait. Côté CICR, nous travaillons, bah, pour vous donner un exemple, nous travaillons toujours sur par exemple, des activités forensiques bah, dans le contexte de l'ex-Yougoslavie, par exemple, ou des Balkans, et c'est pour des années, voire des dizaines d'années après. Et c'est vrai que c'est des informations, par exemple les coordonnées GPS sur la photo, qui pourront être exploitées plus tard par nos équipes forensiques pour mener bah, au mieux leurs investigations. Donc voilà, le robot vient aussi compléter, uploader ces parties-là dans nos systèmes de stockage. Alors je suis désolé, j'ai mis en pause en fait la vidéo parce qu'après bah, on commence à voir en fait la partie un peu moins, enfin un peu, comme disait Philippe, un peu plus délicate. Donc je nous épargne ça, je nous épargne ça en live. Il y a une question de Yad qui nous demande pourquoi vous n'avez pas utilisé les API Telegram plutôt que l'interface. Est-ce que à l'époque, c'était peut-être pas disponible aussi de la même façon ou il y a peut-être un choix par Alors rapport à ça? c'est une bonne question. Alors il y a plusieurs aspects. Alors d'une, enfin un côté relativement pratico-pratique, de rester en fait dans un mode tel qu'un utilisateur, enfin tel qu'un humain le faisait auparavant. De l'autre aussi, c'est bah voilà, comme Telegram, c'est pas une plateforme qui est gérée par le CICR, comme vous le savez. L'idée, c'était aussi de pouvoir en fait continuer enfin, comme on ne sait pas quel est enfin, le mode de gestion de Telegram ou quel est l'avenir de Telegram ou la manière dont ils vont gérer, de pouvoir passer par le client lourd comme vous quand vous utilisez Telegram, ça nous permet d'être en tout cas moins identifiable, si je puis dire, dans la manière à laquelle on accède aux données. Alors que si on passe par un compte développeur, un compte API, on est de suite identifié comme le CICR qui télécharge les données depuis Telegram, en fait. C'est ce que j'ai dit un peu avant, c'est ça a été un challenge pour nous de pouvoir répondre aux besoins métiers en étant compliance avec comment dire, avec la situation de TNI et avec surtout le fait que on doive pour pouvoir aider les collègues, travailler avec les outils qu'ils utilisent aujourd'hui, mais qui ne sont pas officiellement gérés par l'IT ou CICR. Donc, c'est pour ça que la solution d'un attended process, voilà, on est arrivé sur ce choix-là. C'est pas bien entendu
comment dire, le choix des API aurait été le premier qu'on eût fait si on n'avait pas eu cette contrainte-là, en fait. J'en parlerai un peu plus loin, mais on a un autre exemple où on utilise bien évidemment, enfin dès qu'on peut utiliser les API, on le fait, hein, ça c'est sûr. Là pour le coup, on n'a malheureusement pas pu le faire. Voilà. Donc, et par contre, d'un point de vue purement produit, ça nous a permis de d'éprouver aussi, de développer un premier process attended. Donc ça a été intéressant de ce point de vue-là. Euh, donc voilà, le ROI sur ce process-là, il a été très favorable, hein, comme vous pouvez l'imaginer, et comme l'a dit aussi Arnaud, le renseignement des métadatas, c'est quelque chose aussi d'assez fastidieux. Donc si on doit, dans MediaHub, à chaque fois qu'on upload, enfin c'est ce qui était fait avant, hein, uploader un document et y renseigner les métadatas à chaque fois, c'est fastidieux, c'est long. Là aussi, l'intérêt d'un robot, c'est évidemment un gain de temps extrêmement substantiel. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions concernant ce premier use case? Sinon, on peut embrayer sur Pas de le mon côté. suivant. OK. Alors, tout autre domaine, nos donateurs, nos chers donateurs, en fait, on a eu un autre besoin qui est arrivé de nos collègues justement qui gèrent les donateurs et surtout les communications vers nos donateurs. Euh, on a développé en fait un process qui permet l'envoi en masse d'emails, avec aussi une préparation préalable de pièces jointes. Donc ce qu'on vous présente ici, c'est finalement dans la chronologie le deuxième use case avec lequel qu'on a utilisé pour le même process, si vous voulez. C'est celui d'envoi des remerciements électroniques par email à nos donateurs. Donc, en fait, le principe, c'est qu'on a chaque année des campagnes d'envoi. Enfin, là, pour le coup, les emails, les emails de remerciement, c'est même plus des campagnes hebdomadaires que finalement, on a au fil de l'eau des remerciements que nos collègues envoient aujourd'hui manuellement à chacun des donateurs euh, avec un certain nombre d'informations dans le corps de l'email. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est de dire, OK, on peut travailler avec des templates et on peut demander à nos collègues de préparer des fichiers Excel, des fichiers d'input avec les informations principales et nécessaires pour l'envoi des emails. Ensuite, ce que fait l'automation, c'est assez simple à comprendre, hein, c'est préparer le corps du mail, préparer le mail et envoyer le mail. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça représente quand même beaucoup, enfin une grosse volumétrie. On en a par exemple pour les e-thank you, on en a 90 000 par an dans différentes langues. Donc en gros, on a pour chaque donateur dans notre base de donateurs, bien évidemment, il y a une langue préférée pour le donateur. Donc en gros, le fichier qui va être transmis par nos collègues, le fichier Excel en entrée, il va, euh, il va contenir l'email du donateur, la langue du donateur, bon, le nom, prénom et des informations telles que. Et du coup, c'est quelque chose qui va nous servir finalement après à préparer les emails et à envoyer les emails en automatique. Donc, on a développé un process qui est très générique, à savoir qu'on a à disposition maintenant un format de fichier un format de fichier en entrée, un fichier Excel qui est générique pour pouvoir répondre à n'importe quel use case. En gros, là, on en a un pour l'envoi des remerciements par mail aux donateurs. Ce fut le second use case. Le premier use case, ça a été l'envoi des certificats d'impôt pour les donateurs, les tax certificates. Et pour ce premier use case, en fait, on a dû aller un peu plus loin, c'est-à-dire on a dû préparer aussi les documents officiels envoyés par le CICR. Donc le métier nous a aussi fourni des templates Word avec des mots-clés. Et en fait, le fichier en entrée contient également des colonnes permettant de pouvoir mettre des informations qui vont remplacer les mots-clés dans le template Word qu'on a à disposition. Donc, le process va collecter les informations à partir de ce fichier d'entrée, aller identifier le template en fonction de la langue du donateur, remplacer les mots-clés par les valeurs qui sont contenues dans ce fichier Excel, préparer ces documents-là dans un fichier, donc ces attachments dans un fichier PDF, puis dossier partagé,
Ensuite, on prépare les mails, comme là, on le fait pour les e-thank you. Et ensuite, on attache les documents en mail et on envoie les mails. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu le plus générique possible. Pour l'instant, on a eu trois use cases, donc ces deux-là, plus la délégation de Bogota aussi, qui nous a demandé d'envoyer des emails pour les supplier certificates. Donc voilà, ça nous a déjà servi pour trois use cases. Et on a très récemment aussi, on est allé plus loin dans ce qu'on appelle désormais notre communication framework. On a étendu le type de message à des SMS et des messages WhatsApp. Donc là, on travaille avec une solution qui s'appelle Twilio et qui permet d'envoyer en masse des SMS ou des WhatsApp en partenariat avec des opérateurs locaux de par le monde. Donc, cette solution-là existait déjà au CICR, elle avait déjà été utilisée par ailleurs. On s'appuie désormais dessus et pour ce faire, on s'appuie sur les API Twilio justement pour pouvoir préparer les SMS et les envoyer. Donc, on a désormais à disposition une plateforme de communication qui permet d'envoyer ou des mails, ou des SMS, ou des messages via WhatsApp. Euh, Tout ça via un gros process générique à partir d'un pattern de fichiers plats en entrée. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui a eu beaucoup d'impact au niveau de l'institution. Ça nous a permis aussi d'avoir une grosse, comment dire, d'accroître la visibilité du produit RPA au sein de toute l'institution, de diversifier aussi nos activités auprès de différents collègues. Donc avant, on a vu, c'était pour Forensic, là on voit c'est pour les donateurs. Pour l'envoi de SMS, on a un use case qui est en cours. J'avais été contacté par le, le responsable de la paye de l'Afghanistan, chez qui, en fait, comme on a un certain nombre de collègues qui n'ont pas accès aux services digitaux, par exemple des femmes de ménage, des chauffeurs qui ont pas accès, qui ont simplement ne serait-ce que, ils ont des téléphones, ne serait-ce pas même de smartphone. Donc en gros, ce que la paye de l'Afghanistan faisait jusqu'à présent, c'est envoyer des informations de salaire par SMS à ces employés-là. Donc vous pouvez imaginer un par un, préparer le SMS, envoyer le SMS. Là, ce que nous on propose, c'est de les envoyer via le même principe, c'est-à-dire préparer un fichier en entrée avec les informations qu'on doit mettre dans le SMS, le message qu'on doit préparer. Et puis le numéro de téléphone, cette fois-ci, non, on ne parle pas sur une adresse mail, mais un numéro de téléphone. Et donc, en gros, ensuite, l'automatisation va détecter qu'ici, on essaie d'envoyer un SMS, que on a à disposition un numéro de téléphone, le contenu du message, et du coup, on va envoyer le SMS en utilisant la plateforme Twilio. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en plein développement. Ils sont en plein développement, mais on a voulu faire un process le plus générique possible. Et donc là, pareil, bah alors je vais faire le lien un petit peu avec la partie technologique. Mais c'est vrai que là, des apports, on va dire, de la partie Automation Suite, c'est là aussi où on peut commencer de notre côté à envisager à utiliser par exemple des Automation Suite robots, qui vont être les robots headless, enfin, qui ne sont plus en fait, hébergés sur des machines Windows, hein, on va le dire comme ça, pour justement ces opérations en masse qui ne nécessitent pas de navigateur ou d'applications lourdes comme un client Telegram par exemple, pour juste faire de l'envoi de mails, de SMS ou autre, hein, d'utiliser ce genre de capacités qui nous permettent, nous, en fait, en fonction des besoins, de pouvoir augmenter le volume de robots qui sont capables de traiter cette charge et la diminuer en fait de manière très dynamique finalement. Dès qu'on a, voilà, bah, comme le disait Philippe, hein, en fin de mois, on doit envoyer les informations de paye. On aura besoin de plus de robots. Voilà, on a ces robots qui sont à disposition. On peut, voilà, ils reçoivent de la licence, ils envoient des messages et puis le reste du mois, finalement, bah, plus besoin de ces robots. On libère la licence sur cette partie-là pour la rendre disponible ailleurs, finalement. Arnaud, si je peux me permettre d'ajouter une petite chose à ce sujet-là d'un point de vue technologique. Ça me fait penser à quelque chose qui est en preview actuellement. On a ajouté une nouvelle notion de process qu'on appelle les API workflow. Et ça me fait penser à ce que tu décris, donc cet aspect serverless, mais aussi vraiment cet aspect très orienté API, où justement tu puisses plus facilement encore monter en scalabilité, quoi, parce qu'effectivement,
quand c'est que de l'API et un process full API, peut-être que on peut aller encore plus vite que ce qu'on a aujourd'hui avec le serverless. Donc, ça sera peut-être disponible c'est en preview actuellement sur la partie cloud et peut-être que, espérons que dans la version 25.10 d'Automation Suite, vous aurez accès à ça aussi, Nous l'espérons aussi. à tester. Euh, alors, c'est vrai que maintenant qu'on a vu un petit peu... Oui, Philippe, pardon, vas-y. Non, non, non. Donc, voilà, j'avais fait le tour de ces deux automatisations-là. J'ouvre juste une petite parenthèse par rapport aux tests automatisés aussi qu'on a commencé à introduire chez nous l'année passée. On a une équipe qui faisait historiquement des tests automatisés sur Selenium qui a intégré l'équipe produit RPA. Donc, on a déjà développé un certain nombre de test cases et on est en train d'onboarder des key users sur le test manager en ce moment. Donc, on a aussi dans notre roadmap, donc là, on est sur la phase, on a développé des test cases pour avec quatre solutions de tests de non-régression principalement sur quatre différentes solutions. L'étape actuelle, c'est d'onboarder les utilisateurs et d'onboarder des key users et d'utiliser le test manager. Voilà où on en est au niveau des tests auto. Voilà. Oui, peut-être pour donner un peu de contexte, ce serait tester quel exemple d'application? Je suis pas sûr d'avoir. Alors, on a par exemple PeopleSoft qui nous sert à la finance pour le siège. On a également JD Edwards. On a déjà quelques test sets pour différents modules de JD Edwards, pour la logistique notamment. Sur aussi le middleware qu'on a développé en interne aussi, qui est une surcouche sur JD Edwards aussi, et Mhm. sur PeopleSoft. On a développé des test cases aussi sur Pins, la solution de démat qu'on a en interne. Et on va commencer très certainement sur des tests de non-régression sur SuccessFactors, SAP SuccessFactors, notre backbone HR. Donc là aussi, on essaie de se diversifier au maximum, de toucher un maximum. En fait, alors, la culture de tests automatisés, enfin de tests comment dire, de tests de non-régression, elle n'est pas très très évoluée au CICR. Donc c'est vrai que on doit impliquer nos métiers et on doit, comment dire, apprendre avec nos métiers aussi à être plus matures sur cette partie-là. Donc c'est un gros chantier qu'on a en cours, parallèlement à toutes les automatisations qu'on fait de process à côté. Et c'est vrai que sur cette partie-là, alors, on a aussi des besoins qui sont quand même relativement variés, comme le disait Philippe. C'est vrai qu'on a des métiers qui viennent toquer à la porte en disant on aimerait voilà, être capable de mener des campagnes de tests automatisées sur nos solutions. Donc c'est un type de test case. On a aussi nous, en tant qu'IT, qui aimerions pouvoir faire par exemple des tests de surface sur nos applications lorsqu'on fait des releases, des go live, pour s'assurer que les fonctionnalités minimales sont actives. Mais c'est vrai que c'est finalement des tests qui sont à la fois proches, mais dans la logique relativement différents. Et c'est vrai que c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre, parce que bon, j'imagine vous connaissez d'autres solutions qui font du test, mais c'est vrai que soit on a des vraies équipes de testeurs, et dans ces cas-là, ils passent leur journée à écrire des cas de test, mais comme le disait Philippe, la difficulté reste toujours d'avoir le process métier sur lequel s'appuyer, parce que finalement, on ne peut pas demander à un testeur euh, de masteriser à la fois les processus RH, finance, logistique, par exemple. Donc ça reste quand même une difficulté. Et pareil, côté IT, on ne peut pas demander à un développeur, par exemple un développeur UiPath, d'automatiser des cas de test sur la partie RH sans savoir finalement un script de ce qu'il doit réaliser et de manière en plus assez détaillée, parce que de dire, voilà, il faut aller dans cette page de SuccessFactors pour saisir une demande de congé, par exemple, bon, voilà, ça peut ne pas suffire dans certains contextes. Disons qu'on a des métiers qui viennent vers nous pour automatiser des cas de test
avec insuffisamment d'informations sur l'interprétation des résultats, en fait. C'est-à-dire ce qui est logique pour eux n'a pas été couché sur le papier et n'est pas retranscrit en détail, transmis en détail à l'équipe. Donc, à la fin, on se retrouve avec des test cases qui sont pas forcément exploitables par les métiers parce qu'il manque l'interprétation des résultats. Donc, on en est à ce niveau-là. Alors, voilà. Ça n'a rien à voir avec UiPath en soi, hein. C'est plus comme dit, un manque de maturité enfin, des deux côtés, surtout du côté business, en fait, qui sont pas suffisamment, qui n'ont pas suffisamment bien détaillé les règles et surtout l'interprétation des résultats des cas de tests derrière. Mais là, je parle vraiment de tests métiers poussés, hein. On a bien évidemment aussi implémenté des tests de surface, comme disait Arnaud, basiques et pour lesquels, voilà, on a des résultats tout à fait acceptables et déjà exploitables. Mais c'est Voilà. vrai, c'est vrai que c'est finalement en fait une partie sur laquelle je voulais aller, c'était la partie un peu plus challenge, parce que bon, on vous a présenté un petit peu tout notre, en fait, notre historique, ce qu'on a mis en place, mais bon, vous imaginez que ça n'a pas été, enfin, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, pour le coup. Et c'est vrai que sur cette partie, on peut commencer peut-être sur cette partie test auto. C'est vrai que c'est un des vrais challenges. C'est que finalement, pour chaque métier, et c'est partout pareil, c'est vrai que des choses qui peuvent leur paraître évidentes, effectivement, ne le sont pas pour les voisins d'à côté. Donc, effectivement, qu'un logisticien, par exemple, explique ou décrit son cas d'utilisation, que ce soit pour une automation ou un test automatisé, effectivement, et c'est tout à fait normal, il va forcément oublier des choses qui lui paraissent totalement évidentes, mais qui ne le sont pas pour nous, ou pour un développeur UiPath. Et c'est vrai que ça a été, sur tous ces process qu'on a mis en place et sur la partie automation, ça a été, et j'imagine que, en tout cas pour le moment, ça restera un challenge. Alors, on a commencé à parler avec Nicolas de tout ce qui est recording en fait d'action pour nous aider à décrire ces parties-là. Et c'est vrai que ça peut être peut-être une assistance, on va dire. Mais c'est vrai que, comme le disait Philippe, lorsqu'il faut traiter différents cas de retour, c'est peut-être quelque chose que, en tout cas, lors du recording, c'est difficile à capter. Et ça va toujours être un challenge un petit peu qui va rester. Autre challenge qui a toujours été un petit peu difficile, et c'est un petit peu le sens d'une des questions qu'on a eues tout à l'heure, c'est comment, en fait, quand on a une demande d'automation, comment devons-nous l'implémenter? Est-ce que déjà, ça doit être un process attended ou unattended? Est-ce qu'on doit reproduire l'automation telle que l'utilisateur la réalise aujourd'hui? Donc, par exemple, utiliser le client lourd, utiliser l'application web. Est-ce qu'on doit passer par des API pour faire ces automations ou même des fois des librairies qui sont fournies dans le marketplace UiPath? C'est toujours des questions qui sont relativement, alors, pas forcément triviales à régler, et ça a toujours été certaines de nos difficultés et un des challenges sur ces automations, parce qu'effectivement, on a pu faire des choix par le passé. Je pense notamment à la première automation que je vous ai montré sur banque digitalisation, où au début, voilà, on avait cette tendance à répliquer un petit peu ce que faisait l'être humain, on va dire. On a vu que des fois, ça nous introduisait quelques lourdeurs ou même des pertes de temps sur certains traitements de process. Et on a dû faire des refontes de processus suite à ça. Mais c'est vrai que ça a été, je pense, en tout cas, ces deux challenges ont été et resteront, en tout cas pour nous, les deux plus gros challenges qu'on peut voir et qu'on continue à voir au quotidien, même si la technologie nous aide, bon, évidemment, énormément. Mais voilà, on peut pas totalement les gommer, et chaque nouvelle automation en fait ramène toujours ces deux challenges sur le devant de la scène en tout cas. Oui, je crois que c'est partagé, hein, ces challenges que beaucoup J'imagine. d'organisations peuvent avoir, effectivement. Toujours, c'est de sélectionner les bonnes choses à automatiser et puis effectivement revoir, peut-être rechallenger le processus tel qu'il est pour voir s'il y a peut-être d'autres occasions de l'améliorer. Je pense que ça, c'est un grand classique, effectivement. Et peut-être donc pour finir, enfin un des sujets qui devrait démarrer sous peu, et ça va être un des gros sujets sur lesquels on va avancer avec Philippe, c'est la partie Citizen Developer. Parce que finalement, vu les deux challenges dont on vient de parler, effectivement, on s'attend qu'une partie puisse être adressée au moins dans une démarche de Citizen Developer, que ce soit sur la partie automation ou sur la partie testing. Ça nous permet aussi de
de ne plus trop dépendre de notre, enfin, ça dépend, ça permet plutôt, pardon, à nos métiers de ne plus trop dépendre de notre capacité pour être en mesure d'avancer sur leurs propres automations. Et effectivement, on a un certain nombre d'automations qui seraient évidemment beaucoup plus facilement réalisées par des citizen développeurs chez le métier. Donc, ça va être un des sujets pour nous là, dans les mois à venir, de pouvoir mettre en place cette capacité de citizen développeur pour voilà, essayer de l'ouvrir. Alors, peut-être pas à tout le monde, évidemment, mais en tout cas d'avoir des champions, comme on le dit maintenant, un petit peu chez nos métiers. Top. Voilà, Philippe, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, 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 c'est vrai que ce qui nous manque aujourd'hui, enfin ce qui nous manque, ce qu'il faut qu'on, comment dire, aujourd'hui, ce qu'on devrait beaucoup plus travailler avec les business process owners, en fait, ce qui n'est pas le cas, parce que finalement, c'est eux qui devraient venir vers nous, c'est les personnes du côté métier qui devraient venir vers nous, et c'est généralement pas le cas. Donc, je pense ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on essaye de faire des campagnes aussi auprès de ces personnes-là, justement. C'est ce qui nous. Mais encore une fois, hein, on est déjà, jusqu'à présent, on a été suffisamment occupé pour ne pas avoir le temps de le faire, j'ai envie de dire. Donc, par contre, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire dans les prochains temps, de capter l'attention de ces business process owners. Pour rien vous cacher, ils sont pas tous non plus déjà clairement définis, donc il faut aussi que côté métier, ils soient désignés et ensuite qu'on puisse travailler avec eux à simplifier leur process métier. Et c'est là où on va pouvoir gagner du temps. C'est 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 tout le parcours, c'est tous les challenges qu'on a devant nous. C'est aussi et potentiellement avec des business, des BPO qui sont suffisamment matures ou qui ont de l'appétence pour les outils informatiques, en faire des citizen dev. Donc c'est là aussi un challenge qu'on a devant nous. Et, Euh, et une petite question, est-ce que vous envisagez de laisser les gens donner l'accès à Automation Hub pour l'instant, pour permettre de déclarer des potentielles idées, de l'utiliser comme un outil pour, oui. euh, voilà, Oui, ça fait partie aussi. Oui, jusqu'à présent, Automation Hub, on l'a utilisé qu'en interne. Enfin, on l'a utilisé qu'en interne. On l'a, nous, implémenté les idées dans Automation Hub. Mais c'est d'accord. vrai qu'il faudra que demain, on laisse notamment des BPO ou alors des potentiels stakeholders avec lesquels on va travailler, renseigner aussi les idées directement dans Automation Hub. Oui, Mhm. oui, oui, oui. Encore une fois, ce qui nous manque, c'est du temps et des ressources. Donc, Bien ben, sûr. comme tout. Ouais. Mais c'est effectivement quelque chose sur lequel c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille aussi. Ouais. Oui, il y a un peu de configuration à faire, effectivement. Mais Ouais. c'est vrai que pour les équipes automatisation, moi, je trouvais que c'était assez intéressant comme outil, parce que au-delà de la porte d'entrée de créer l'idée, ça facilite pas mal de choses pour l'évaluer ensuite, quoi. Oui, disons, jusqu'à présent, disons qu'on fait l'étape nous-mêmes. L'étape de renseignement de l'idée dans Automation Hub, on l'a fait Mm. nous-mêmes. Donc, D'accord. c'est vrai que l'étape suivante, c'est de ne plus faire ça nous et de laisser directement les métiers le faire et ensuite nous recevoir les idées Mhm. et les évaluer. Ouais. C'est bien. On arrive au bout de la séance. Est-ce qu'il vous reste encore des choses à présenter ou peut-être on peut ouvrir à d'autres questions des participants? Mais tout bon de notre côté, je pense, sur la présentation en tout cas. Super. En tout cas, c'était très intéressant. J'en connaissais une petite partie déjà, mais pas de questions pour nos deux représentants du CICR. En tout cas, le recording sera accessible et partagé. J'ai cru comprendre que nos deux personnes avaient peut-être eu un problème avec le lien, donc j'espère que vont accéder au recording ensuite a posteriori. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup Philippe, Arnaud pour cette présentation. Moi, je trouverais très intéressante parce qu'effectivement, c'était des cas d'usage un peu différents. Alors, pas toujours très heureux, hein. Effectivement, quand on parlait de forensique, c'était pas très gai, mais voilà, qui ont un intérêt concret pour les gens qui les utilisent, qui changent un petit peu de peut-être des processus plus classiques côté finance, quoi, effectivement. Très intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour l'opportunité. Oui, pardon. Merci beaucoup Arnaud, merci Philippe, Nicolas, c'était très intéressant.
Ah bah, je Merci vous à Merci. souhaite en vous. tout cas une bonne après-midi à tous et à tout bientôt. Bonne Ouais. journée. À bientôt. Bonne Merci. journée. Au revoir. Bientôt. Au revoir tout le monde.